Bienvenue à l'Université Jean Moulin, à l'IAE Lyon, pour cette première grande conférence de l'IAE Lyon, enfin, notre premier événement du cycle des grandes conférences de l'IAE Lyon. Je vais laisser tout de suite la parole à notre directrice générale, Marie-Christine Chalut. Merci beaucoup. Elles m'accompagnent parce qu'elles organisent avec nous cet événement. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment une très belle occasion pour nous parce que ça fait partie des... Plus près, c'est ça ? Ok. Ça fait partie des grands moments aussi qu'on peut avoir à l'IAE Lyon. Ce n'est pas juste des cours, c'est aussi des instants de réflexion, des conférences qui vont nous faire réagir. On est aujourd'hui dans le cadre d'une occasion un peu spéciale parce que cette année, nous célébrons les 50 ans de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Et donc, nous sommes très honorés au nom de l'IAE Lyon de faire cet événement dans ce cadre. Donc, on est aujourd'hui ici en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que citoyen, éducateur, étudiant, leader, et surtout aussi les étudiants de demain qui sont présents dans cette salle, enfin des étudiants futurs leaders de demain, qui sont présents dans cette salle. Donc c'est dans cet esprit qu'on a choisi de projeter le film Bigger Than Us, qui a été réalisé par la talentueuse Flore Vasseur, et qui nous fait l'immense présence de sa présence après la projection. Vous allez pouvoir avoir un temps d'échange avec elle. Cette soirée, elle n'aurait pas pu être possible sans nos différents partenariats et notamment sans le partenariat avec la ville de Lyon, puisque c'est dans le cadre d'échanges que Valérie Revest et moi avons eu avec Chloé Vidal, vice-présidente de l'enseignement supérieur de la ville de Lyon, que nous avons pu organiser cette manifestation aujourd'hui. Donc le documentaire que nous allons visionner ce soir, ce n'est pas une simple œuvre cinématographique, c'est un appel à l'action, une source d'inspiration pour nous tous, quel que soit notre âge, notre profession, nos origines. Il nous rappelle la responsabilité que nous avons tous envers notre planète, envers les générations futures et aussi envers nous-mêmes. Je tiens donc à remercier les enseignantes de l'IAE Lyon qui ont contribué et qui contribueront après à la table ronde et qui sont derrière moi, Valérie Revest et Amélie Boas, qui ont rendu cette soirée possible. Dans le timing, nous allons avoir aussi le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3, Éric Carpano, qui viendra à son tour prendre la parole après la projection. Je vous encourage tous à rentrer dans cette expérience qui est Bigger Than Us, avec l'esprit ouvert, à écouter, réfléchir, et je l'espère à être inspiré pour agir. Après la projection, on aura cette table ronde. C'est aussi le moment de réfléchir ensemble. Il y aura des échanges avec la salle. Donc c'est particulièrement important. C'est aussi le rôle d'une université de rendre ça possible. Et je suis très heureuse de voir toutes les personnes dans cette salle qui ont été mobilisées pour cet événement. Pour finir, je vous souhaite donc une excellente projection, que ce film soit le catalyseur de nombreuses discussions fructueuses et d'actions positives pour notre communauté, notre société et notre planète. Merci. Bonjour, je suis Flore Vasseur, la réalisatrice de Bigger Than Us. Grâce à vous, en 18 mois, on a organisé plus de 4300 projections citoyennes rien qu'en France. Et l'un d'entre nous, Dorothée, moi-même, ou Marie, Mélati, Mémory, Mohamed ou Winnie, ont participé à près de 500 débats. Je voulais d'abord vous dire merci et c'est vraiment énorme, mais la nouvelle c'est qu'on pense que c'est rien par rapport à ce qui vient. En effet, grâce à notre partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à partir de la rentrée 2023, notre film Bigger Than Us sera dans toutes les facs de France, disponible pour les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, toutes les facs, toutes les universités, toutes les écoles d'architecture, etc.,
pour des projections et des débats avec ou sans nous. Bien sûr, si vous êtes nombreux et intéressés, on fera notre possible pour que l'un d'entre nous anime ces débats. Mais il y a plus. En fait, on voudrait embarquer 7 d'entre vous à rejoindre notre aventure l'année prochaine. 7 d'entre vous, ça veut dire 7 étudiants qui auraient assisté et ou organisé l'une de ces projections. Et cette aventure consistera à repartir en tournage auprès de la jeunesse engagée. Pour répondre à notre appel à candidature, vous devrez d'abord envoyer votre CV, votre lettre de motivation à votre établissement, puis répondre à un questionnaire qui sera sur notre site internet. Et enfin, si et seulement si vous êtes sélectionné, on vous demandera de préparer une vidéo en anglais de 2-3 minutes pour nous expliquer vos motivations et votre contribution à notre projet. Voilà, je vous donne rendez-vous sur notre site biggerthanus.film. Ça s'appelle l'opération Ça commence avec toi. Et si vous êtes chef d'établissement, professeur et ou étudiant, elle est vraiment pour vous. Alors, on espère à très bientôt. Bonsoir à tous. Merci Marie-Christine pour cette initiative. Merci Flore pour ce très beau film. Je crois que c'est important de pouvoir projeter ce film aujourd'hui, ici, dans cette université qui fête ses 50 ans. Université qui porte le beau nom de Jean Moulin, figure de la résistance et de l'engagement. Et je crois que c'est un combat que l'on continue de porter. Alors je ne sais pas si je vous dis vraiment merci, parce qu'en même temps il est plein d'espoir et en même temps effrayant. On regarde l'ensemble des défis encore à relever. Je crois que l'engagement, il y a différentes formes d'engagement, les engagements du quotidien, ces petits combats du quotidien, les luttes contre les injustices, et puis parfois c'est bigger than us. Et c'est là où chacun peut trouver sa place dans ces différents combats. On l'a vu, les droits humains, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, et puis évidemment le combat des combats, puisque c'est du destin de l'humanité dont il est question, celui de l'environnement, du climat. On s'en rend bien compte. Ces dernières images avec cette montagne d'ordures, une tour de Babel effrayante. Je crois que c'est l'image la plus forte, en tout cas moi, qui m'a vraiment bouleversé, parce qu'on mesure là l'ampleur des combats amenés, et donc il y a encore des bastilles à prendre, des cathédrales à construire si vous voulez. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup de défis à relever, et donc allez-y. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Flore Vasseur, si vous voulez bien nous rejoindre. Amélie. Valérie. Voilà, il est temps de laisser la parole après ce reportage, ce documentaire, comme j'ai dit, très très émouvant. Chacun aura vu quelque chose qui aurait fait battre son cœur, je pense. Et l'idée, c'est vraiment de montrer, c'est pour ça qu'on était tellement heureux de vous recevoir sur l'initiative qu'on a eue avec Chloé Vidal, pour dire qu'on peut ouvrir le champ des possibles. Là, on a les managers de demain, on a les acteurs d'aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite un très beau débat. Et voilà. Merci Flore pour votre présence donc lors de cette projection, puis on va un peu échanger. Je voulais juste présenter, mais très rapidement, parce que votre parcours expérience c'est très riche, mais comme on est à l'IAE, qui a aussi des étudiants qui font du commerce, de l'économie, dire que vous avez après avoir fait l'IEP Grenoble, fait HEC Paris, créé une start-up aux États-Unis, que vous êtes devenue écrivaine. Vous avez écrit 4 livres, 4 ouvrages, toujours très politiquement et socialement engagés sur des sujets très importants, et notamment l'Internet libre, et que vous avez fait des documentaires aussi pour différentes chaînes, dont pour Arte, et ce très stimulant documentaire ce soir, Bigger Than Us.
Donc, ce que je vais proposer, alors la table ronde, je voulais remercier Amélie d'être présente. L'idée, ça sera d'avoir des échanges sur des sujets qui ressortent après. Alors, il y en a trop qui ressortent après le visionnage, mais on va aussi échanger avec la salle. Donc, Amélie est dans l'équipe de la direction de l'IAE, donc avec la directrice qu'on vient d'entendre, Marie-Christine. Donc, Amélie est en charge de la transition écologique, aussi des liens intersites entre Bourg-en-Bresse et Lyon. Et moi, je suis ici parce que je suis dans l'équipe et je suis en charge de l'organisation des conférences et de la valorisation de la recherche. Ce que je propose, c'est de faire, puisque là, on est un peu saisi par le documentaire, de faire un tour de salle, voir les réactions à chaud, s'il y a des questions, des commentaires, et de vous laisser d'abord réagir. Alors, je précise pour mettre tout le monde à l'aise que j'ai fait 500 débats, donc allez-y. Je pense que, voilà, je suis prête à entendre beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à partager votre sentiment, c'est pour ça que je viens en fait. Bonjour, Madame Vasseur, avant de vous poser une question, je voudrais vous remercier pour l'engagement que vous avez pris déjà peut-être une dizaine, quinzaine d'années. Je ne suis pas très sûr. J'ai vu en une présentation que vous avez faite à Thinkerview il y a peut-être une année. Non, c'est ça? Et vous évoquez que vous identifiez dans ces personnes un certain alignement et une force qui permet de se mettre au sacrifice de sa propre vie pour des autres. Et on est dans une école de gestion. Quelles seraient les éducations, les formations qu'on devrait mettre en place pour préparer cette nouvelle génération capable d'affronter tous nos défis? Je vous remercie. Vous avez 4 heures. Écoutez, je pense que vous êtes au bon endroit, d'abord. Et je ne le dis pas pour être sympa. Moi, ça m'a beaucoup servi de faire une école de commerce parce que je pense que comprendre ce qui nous tient, c'est très important. Il faut comprendre la macroéconomie, il faut comprendre les flux, il faut comprendre la systémie de tout ça, il faut comprendre la finance. Voilà, c'est hyper important. Si vous ne comprenez pas ça, on est toujours un peu derrière, quoi. Donc vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas voilà, je pense qu'il n'y a pas à lâcher ça. Maintenant, en miroir, si je regarde les protagonistes du film, il n'y en a que 2 qui ont fait des études secondaires. Winnie, au fin fond de l'Ouganda, et Mary Finn, qui s'occupe du sauvetage en mer depuis le film. Elle est retournée à l'école parce qu'elle était, à l'université par un peu complexe d'infériorité. Elle avait besoin d'une validation d'un diplôme et elle a eu beaucoup de chance. Donc ça, je trouve que, je le dis parce que voilà, elle a eu l'université de Bristol a validé son expérience sur le terrain au niveau master et elle a pu faire une année et voilà. Donc c'est quand même juste génial. Comme quoi, il n'y a pas que ce qu'on enseigne, mais comment on fait de la place aussi à des personnes qui ont d'autres parcours et d'autres validations terrain et d'autres apports. Après, je pense que ce qui est très important en ce moment, c'est de désapprendre. Et notamment, après avoir fait, je dirais pas l'apologie des écoles de commerce, mais voilà, il y a quand même tout un corpus qui nous aliène et qui est compliqué, qui est cette toute croyance dans la performance, dans la croissance, dans le profit. Cette obsession du profit et du court terme est exactement ce qui nous tient, en fait. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de presque plus important à faire tomber, et c'est quelque chose dont Shoot Escale, à la fin du film, parle. Et je ne sais pas si ça s'apprend dans une école. Je pense que ça se ressent intimement, et c'est cette histoire d'alignement dont on parlait, vous parliez tout à l'heure.
à la base de tout ce socle, ce corpus qu'on enseigne encore et encore, parce qu'on n'a pas encore la feuille de route du truc d'après. Je comprends bien ça, hein, donc c'est pas une dénonciation, c'est ce qui est là. Il y a un socle où il y a une croyance plus importante, qui est cette idée de séparation, qui vient de Descartes en fait, qui est soi-disant, qui a posé notre modernité. L'idée que nous serions, l'homme en plus, serait supérieur à la nature. Donc ça date de 500 ans cette histoire. Et c'est avec ça qu'on a justifié de commencer à mettre des clôtures sur des champs, à pouvoir s'approprier les terres, les hommes, les peuples, les femmes, à avoir un rapport de prédation et une absence totale de limites en fait. Donc au-delà de tout ce qu'il faudrait désenseigner, enseigner, etc., je pense qu'il faut qu'on revisite cette histoire de séparation parce que tout ce qu'on vit en ce moment, exactement tout ce qu'on vit en ce moment, nous montre que nous ne sommes pas séparés. C'est l'inverse, en fait. Ça a été une croyance qui a permis tout ce système, etc. Donc, plutôt que d'attaquer le système, moi, je voudrais attaquer cette croyance. C'est Chutescal qui en parle à la fin, quand il est dans ce théâtre de nature, et qui dit, le problème, c'est qu'on pense qu'entre ça et nous, c'est séparé, alors que c'est la même chose. Et il en va de la nature, des peuples, du temps, des autres. Et qu'en fait, ce qu'il y a à comprendre et ce qu'essaye de montrer le film, c'est que tout est lié. Il n'y a pas d'un côté l'environnement, de l'autre côté le problème de la liberté d'expression, la condition des femmes, etc., etc. Tout ça, c'est des manifestations d'un seul et même problème. Et puis vous et moi, c'est la même chose. Moi, c'est vous, vous, c'est moi. L'événement récent qui nous l'a montré, c'était vraiment la Covid. Si vous étiez malade, j'étais malade. Si j'étais malade, vous étiez malade. Bon, il est temps qu'on reprenne conscience de cette interconnexion de tout en tout. Et franchement, pour moi, c'est une vraie joie. C'est une vraie libération de penser comme ça. Parce qu'alors tout devient possible, en fait. Et vous n'êtes plus prisonnier de « Ah, mais si tu veux plus du capitalisme, alors tu penses au communisme. » Mais non, il y a autre chose, en fait. Et c'est le grand défi de notre époque. Et c'est pour ça que vous êtes au bon endroit. Parce que ça, c'est à inventer, c'est à chercher, c'est à tâtonner. Il nous manque les mots aujourd'hui pour définir ça. Mais si ce n'est pas notre génération qui le fait, alors je me demande bien qui va le faire. Je suis sûre que vous avez une question. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la politisation par rapport à la question environnementale, en France en tout cas, et aussi ailleurs, pourquoi pas, le fait que justement les partis politiques essayent un peu de s'approprier les luttes environnementales, voire sociales, pour en fait se démarquer des autres partis? Écoutez, j'en pense pas grand-chose parce que malheureusement, je fais partie de ces personnes qui considèrent que la politique est partout, mais pas vraiment là-bas. C'est rien que ça n'engage que moi, hein, mais je pense que c'est à nous d'imposer ce qu'on pense de l'environnement et du climat. C'est un deuil à faire de croire qu'il va y avoir une doctrine ou un corpus idéologique qui va venir d'un parti ou d'un ou une femme politique et qui va arriver avec la solution. C'est à nous, dans notre... C'est une espèce d'écologie intérieure, en fait. Quand vous parliez d'alignement, c'est exactement ça dont je parle. En fait, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est notre rapport au monde. Vraiment. Comment on considère, comment on se positionne par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et c'est une décision qui est très intime et qui est tectonique. La question, c'est un peu la question du film. À l'issue de ce film, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie d'être, en fait ? Et donc, cette écologie politique, elle est très personnelle. Je pense que les partis viennent mettre des mots sur quelque chose qui sentent une tendance de société, mais c'est à nous, encore une fois, de la poser. Je prends l'exemple du film. Ça fait 2 ans que le film est sorti, que tous les jours, grâce à vous, et merci beaucoup d'organiser ça ce soir, on va dans des universités, des salles de classe, beaucoup d'entreprises, montrer ce film et le partager, avoir une discussion démocratique entre nous. C'est un vrai exercice politique que j'adore. Et je me fais toujours la remarque de voir que la remise en cause et la volonté d'en découdre n'est pas là où on croit. Je prends juste les chiffres. 4500 projections en 2 ans, pardon.
3800 en milieu scolaire, à peu près 200 en association, le reste en entreprise, 35 en milieu politique. Voilà. Et alors, je m'en énervais auprès d'une militante que j'adore, qui s'appelle Adélaïde Charlier, qui est l'équivalent de Camille Etienne pour la Belgique. Et elle me disait, mais t'inquiète pas, ma Flore, les politiques, c'est des followers. Donc, si nous, on ne dit pas, ça, c'est fondamental, et moi, je veux ça, et tant que vous ne parlez pas de ça, vous ne m'intéressez pas, ça ne bougera pas, en fait. Et on va se faire balader sur des tactiques politiciennes qui vont viser, enfin voilà, des coups de billard à 25 bandes, ils savent très bien faire. Nous proposer quelque chose qui va nous remettre droit et nous donner envie d'avancer, c'est autre chose. Merci. Bonsoir. J'avais donc une petite question. On parle beaucoup là de politique, de ce genre de choses. C'est pour moi des valeurs qui sont quand même, enfin des valeurs, juste un fonctionnement qui reste très occidental, très français, très européen, dans une moindre mesure, je dirais occidental pour être un peu grossier. Et à travers vos voyages, vos rencontres, est-ce que ce dont on parlait là sur le fait de désapprendre certaines valeurs, certaines notions, certaines personnes ont déjà ces notions de là ancrées en elles, donc des notions que nous on devrait apprendre, que eux ils maîtrisent déjà. Vous parliez de l'alignement, que je trouve quelque chose de très cohérent. Cet alignement-là, est-ce qu'en fait c'est nous qui devons vraiment bifurquer vers ce genre de comportement, d'habitude, de mode de vie, là où des personnes beaucoup plus pauvres, dans du besoin, nous on va avoir cet a priori sur eux en disant qu'il leur manque tout un tas de choses qui au final sont peut-être beaucoup plus complètes sur certains points de vue. Voilà, je m'égare un peu, mais je pense que vous avez compris la question. Merci. Je vais essayer. Merci. En fait, précisément, le film parle de 7 personnes qui ont toutes moins de 25 ans et qui, à 5 sur 7, sont dans ce qu'on appelle le Global South. Donc des endroits qu'on considère, nous, comme arriérés, comme sous-développés, comme derrière nous. Moi, j'ai essayé de faire un retournement. Pour moi, ces personnes sont en avance de phase. Le plus vite on comprend et on écoute ce qu'ils ont à nous dire du monde et la façon de survivre, le mieux on est. Donc moi, c'était mon ambition. Donc ça m'embête un peu quand vous me dites c'est des valeurs très occidentales, etc. En fait, alors soit j'ai été totalement inconsciente et j'ai plaqué mon discours sur eux, soit c'est plutôt un... Et en tout cas, j'espère... moi, j'ai l'impression que je sois allée au Malawi, en Indonésie, au Brésil ou en Ouganda, etc. C'était à chaque fois des manifestations différentes, c'était à chaque fois des personnes différentes, avec un mix génétique différent, avec une culture différente, avec une religion différente, une éducation, etc. Mais c'était à chaque fois le même esprit. C'était à chaque fois la même lutte. C'était à chaque fois une histoire de racisme et de domination. C'était à chaque fois une histoire de dignité et de libération. C'était à chaque fois une histoire d'amour. Et c'est plutôt celle-là que j'ai eu envie de raconter. Maintenant, si j'ai pensé ou si j'ai trouvé un penseur ou quelqu'un qui encapsulerait tout ça pour l'instant, non, mais je picore à droite à gauche, si vous voulez, je peux vous dire où. Mais en fait, pour moi, moi, j'écoute plus grand monde, mais eux, je les écoute, ouais. Vous m'entendez, mais quand je parlais justement des valeurs occidentales, c'était pas de ça dont je parlais. Hein. C'était justement plutôt du capitalisme, le profit, ce genre de choses qui sont des valeurs qu'on a vraiment intégrées. Et donc peut-être qu'il faut réapprendre à aller vers d'autres valeurs. Voilà, mais je sais pas. Je pense qu'on a surtout une programmation en fait. C'est comme une espèce de chose. Voilà, on est programmé pour faire ça. Et par exemple, dans ma génération, qui n'est pas la vôtre, ou la génération d'au-dessus, jusqu'à très récemment, vous parliez de déconstruire ça ou de le remettre en cause. On vous hurlait dessus, même avoir cette conversation. Enfin, vraiment, merci, parce que c'était difficile. C'était comme un blasphème. Vous voyez, vous attaquiez quelque chose qui était de l'ordre de la croyance. Ouais, mais maintenant, il va peut-être falloir qu'on en parle quand même, parce que c'est quand même le sujet.
Et il ne s'agit pas d'être violent ou de dénoncer, même si il y a beaucoup à dire, mais d'essayer d'avoir une discussion apaisée là-dessus, parce que pour le coup, il va falloir qu'on trouve autre chose. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier parce que ça m'a vraiment bouleversé ce film. Et, enfin, j'ai même pas les mots pour exprimer ce que je ressens, donc pour l'instant, je vais pas trop parler de ça. Mais ma question, c'est à quel moment vous êtes senti légitime d'agir? Parce que en tant que jeune, enfin, genre moi, je me sens pas encore légitime d'agir et en fait, le fait de voir tout ça, ça m'a vraiment, voilà. Alors moi, ça m'est arrivé assez tôt parce que effectivement, vous avez raconté mon parcours, mais en me laissant le privilège de raconter cette bifurcation. Je pense que j'avais à peu près votre âge. Je suis sortie d'HEC assez vite. Et à l'époque, j'ai grandi et j'ai démarré ma vie professionnelle dans un monde qui est exactement l'inverse du vôtre. Voilà, j'ai été parmi ces pardon, mais voilà, c'est la réalité. J'étais extrêmement chanceuse. À l'époque, il y avait la bulle Internet. Si vous aviez moins de 25 ans, tout le monde vous écoutait et vous étiez le roi du monde parce que personne n'y comprenait rien. Et il y avait cette espèce de folie du monde des affaires de croire qu'on comprenait mieux qu'eux. Donc moi, j'ai juste pris la vague. Et j'ai créé mon entreprise. J'y comprenais pas plus quelque chose, mais j'ai été très opportuniste et donc j'ai créé cette entreprise à New York sur la bulle Internet. J'ai eu une start-up qui a pas fait long feu parce que assez vite j'ai vécu un événement qui m'a fait bifurquer, qui est le 11 septembre. Donc je pense qu'ici j'ai pas besoin de raconter ce que c'est, mais voilà, j'étais à New York, extrêmement proche de l'impact, extrêmement proche de cette histoire, et donc j'ai bifurqué. Parce que concrètement, quand vous assistez à quelque chose comme ça, il n'y a plus la question de est-ce que vous êtes légitime ou pas légitime, quoi. Après, pour moi, ça a eu un effet particulier qui était d'arracher complètement justement ces programmations. Jusqu'alors, j'avais été programmée pour être bonne à l'école, performante, faire plaisir à mes parents, être bien sage, rembourser l'actionnaire, etc., etc. Un bon petit soldat. Et quand j'ai vu ce que ça... Enfin voilà, et ce jour-là, je crois que j'ai eu une espèce d'intuition que ce qui nous revenait sous forme de bombe était probablement une forme de violence qu'on envoyait. Et j'ai pas compris ça du jour au lendemain, mais voilà, ça a arraché quelque chose, et puis je ne fais que essayer de comprendre ce quelque chose depuis. Donc la vie, parfois, tout ça pour dire que les épreuves, et moi c'en était une énorme, vous font. On ne peut pas les éviter, les épreuves. On ne peut pas éviter de subir des injustices, des humiliations. Ça fait partie de la vie, malheureusement. C'est pas pour mon discours de vieux vétéran, mais c'est ça aussi qui fait une vie. Et ce qui fait une vie, c'est comment vous y réagissez, en fait. Est-ce que vous construisez, comme moi, pendant pas mal de temps, une poche de colère? Et puis après, qu'est-ce que vous faites de cette colère? Et souvent, la colère, ça vient, c'est une force qui vous propulse. Pardon, je sors de grippe, alors j'ai plus bien les mots. Qui vous propulse et qui peut aussi vous aider à dépasser votre peur de ne pas être légitime, etc. Mais en fait, franchement, la question de la légitimité, je vais résumer, en fait. On s'en fiche complètement. Par rapport à ce qui vient, il n'y a pas la question de savoir si vous êtes légitime ou pas. On a besoin de vous. On a besoin de votre cœur, on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre compréhension, on a besoin de vos larmes, on a besoin de vos idées, on a besoin de votre audace. Voilà, on a besoin. L'humanité a besoin qu'on soit là, clairement. Est-ce que ça va marcher ? J'en sais vraiment rien. Mais par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que d'être dans cette équipe-là, franchement, c'est très, très, très plaisant. Et c'est un chemin d'aventure, de découverte, voilà. Je pense que c'est vraiment à vivre et je vous conseille vraiment de le vivre. On prend encore une question, puis après Parce qu'alors là, je crois que vous êtes fait complètement... Une dernière question. Non, mais c'est bien, on attendait les questions. Encore une, après on reviendra. Merci. Merci beaucoup pour votre travail. J'avais une question, remarque. On parle d'entrepreneuriat ici, et dans l'entrepreneuriat notamment, il y a le passage à l'action, passage à l'acte.
Et dans votre film, il y a un moment où ils détruisent une école, et donc il y a une colère. Vous parliez de colère. Vous avez fait un travail aussi, je crois, sur les lanceurs d'alerte. Vous avez eu la chance de rencontrer Edward Snowden. Est-ce que vous considérez qu'on est maintenant dans une phase de combat avec une radicalité, un passage à l'action qui mène à une forme de violence, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a aussi cette radicalité qui est mise sur la table aujourd'hui. Et quel est votre regard là-dessus? Et est-ce qu'elle est légitime ou pas au regard de l'urgence des combats sociaux, etc. Merci. Alors, merci de poser cette question qui, en plus, vient me challenger pas mal. Donc, je pense que je vais pas mal... voilà. Je pense que la violence vient pas de nous. Le système et l'époque est violent. Ça, c'est clair et net. Beaucoup d'entre nous incorporons cette violence et la retournons en nous-mêmes. Dépression, suicide, scarification, j'ai pas besoin de vous faire le détail. Voilà. C'est aussi, il faut voir que c'est pas, ça vient pas de nulle part, cette chose-là. La réaction qui est une pulsion de vie face à cette violence, elle est belle en fait. Par contre, moi, ma position avec l'âge que j'ai et le parcours que j'ai eu, et puis je vous ai dit, le 11 septembre, etc., moi j'ai été... certainement, je me suis effondrée avant tout le monde. Donc c'est pour ça que je ne m'effondre pas maintenant, parce que ça y est, ça va, moi ça fait 20 ans que... Voilà. Mais je comprends la phase de descente, en fait, et de colère, et la tentation de prendre les armes derrière. Si j'ai un message à vous dire, c'est que je pense que y a besoin de tout le monde. Mais moi, personnellement, cette phase de colère où j'ai beaucoup dénoncé, alors j'ai eu un espèce de punching ball qui m'a évité certainement de devenir trop violente, qui était l'écriture. Mais mes livres sont violents. Donc ça a été une forme de canalisation. Donc 1, si vous êtes violent, cherchez une forme de canalisation. 2, si vous n'y arrivez pas, considérez que c'est un passage. 3, je pense que la violence contre le système ne sert à rien. Alors là, je vais être... voilà, je m'engage, mais voilà. Je pense que ça sert à rien parce que le système absorbe sa critique. C'est un champ de force, en fait. S'il y aurait un physicien, il l'expliquerait très bien. Alors, je vais prendre une autre forme. Si vous avez vu Black Panther, ce film, à un moment, il revêt une combinaison qui va se transformer en gilet pare-balles au fur et à mesure qu'il reçoit des coups. Le système est exactement comme ça. Plus vous lui donnez des coups, plus il devient fort. Donc vous nourrissez en fait ce que vous voulez. Vous lui donnez une parole, vous lui donnez une légitimité, on continue à parler de lui. Bref, moi je pense que ça sert à strictement rien. Enfin, c'est ce que je dirais à mes enfants. Maintenant, je suis bien content que les soulèvements de la Terre aient fait les méga-bassines. Enfin voilà, sinon les méga-bassines certainement ne seraient pas interdites. Enfin voilà. Donc c'est compliqué cette réponse. Mais si vous étiez parmi ma famille, je vous dirais, perds pas de temps là-dedans. Il y a que des coups à prendre. Maintenant, c'est vrai que sans cette violence-là, il y a parfois des luttes qui passent pas. Donc, par contre, ce qui est important, et je pense que la première des violences à arrêter en nous, c'est qu'en ce moment, il y a un discours vraiment hyper violent contre toutes les personnes qui s'engagent, puisque n'importe quel ado qui va sortir une pancarte va être traité d'éco-terroriste. La première des violences à stopper, c'est à chacun de nous, et vous n'êtes pas obligé de descendre dans la rue et de risquer d'être fiché S pour le faire, c'est que quand quelqu'un utilise ce mot-là, vous l'arrêtez tout de suite. Vous dites non, mais tu sais, je suis pas d'accord avec toi. Ça fait partie. Il faut pas qu'on laisse ce mot s'installer. Vraiment. Pourquoi ? Parce que ça ouvre la légitimité à ce que derrière des actions en droit se passent. Et physiquement, je vous donne juste un exemple. Aux États-Unis, en janvier, il y a un garçon qui a été tué à bout portant dans une forêt à côté d'Atlanta, qu'il défendait depuis des mois avec d'autres. Ils avaient fait une ZAD, comme il y a eu des ZAD à Borgard, comme il y a eu des ZAD, il y en a plein autour de nous. Sauf que cette personne a été abattue à bout portant de 57 balles par des policiers alors qu'il n'avait pas d'armes. Et il était dans un arbre, comme d'autres sont dans des arbres aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que depuis des mois, la presse racontait cette zone d'occupation en traitant de plus en plus ces militants d'éco-terroristes. Eh bien, à un moment, quand vous nommez les gens comme ça,
voilà, il va y avoir un passage à l'acte, justement, qui va venir valider ce mot en disant, si c'est un écoterroriste, il faut que je le supprime, en fait. Donc, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Et donc, pour résumer, la violence du système, elle est là. La violence en nous, elle existe. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites ? Trouvez des moyens de la canaliser pour essayer d'en faire quelque chose qui se transforme en force pour vous. Ne perdez pas trop de temps dans la dénonciation. Moi, je trouve qu'il y a mieux à faire en ce moment, et notamment, il y a à soutenir et à bâtir les alternatives et les solutions. Et il y en a plein, en fait. Et l'une des premières, c'est ce changement de culture. Et cette idée de séparation dont je vous parlais. Si on fait tomber cette valeur-là, et si on montre que tout est interconnecté, ça va aller beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est pour ça que nous, on continue avec ce film. Parce que finalement, si on change un petit peu votre façon de regarder ces luttes en ce moment, et que demain matin, sur un nouveau projet de construction d'autoroute, de je sais pas quoi, etc., vous vous positionnez en disant, ok, ça, le gouvernement dit ça, les autorités disent ça, les industriels disent ça, et moi, je pense quoi ? Si vous commencez à questionner votre marge de manœuvre là-dessus, on a gagné, quoi. Et ça sera beaucoup plus facile pour tous ceux qui luttent. Merci. Je propose qu'on retourne vers le documentaire, mais on y était aussi indirectement. Peut-être Amélie, tu avais première question ? Oui, merci. Une des premières questions qui m'est venue, parce que je trouve ce film, c'est avant tout aussi une ode à la rencontre et au fait d'aller vers l'autre et d'être à son écoute. C'est comment s'est faite cette rencontre, en fait, avec ces 7 protagonistes et la découverte de leur histoire, parce qu'il faut aussi être prêt à entendre ce que l'autre a à nous dire. D'abord, c'est mon métier, donc moi je me nourris, j'ai un côté un peu vampire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres, c'est leurs histoires. Alors, ça fait 2 ans que j'arrête pas de parler, mais normalement, je me tais. Et c'est un grand privilège, en fait. Le chemin de ce film, ça démarre par une première rencontre avec mon propre enfant, qui a 7 ans à l'époque, et qui me dit « Maman, ça veut dire quoi ? La planète va mourir ». Et je parle de rencontre parce que je pense qu'il y a des parents dans la salle. Et vous savez bien que ce genre de question est complètement, est terriblement compliqué. Et même, pour moi, c'était une espèce de réplique du 11 septembre, quoi. Soit j'étais là, soit j'étais pas là. Et donc la tentation, c'est de ne pas être là, de ne pas aller au contact de cette question et de dire t'inquiète pas, tout va bien, maman est là, mange ton steak haché, il est bio. Ou il y a la deuxième option, où vous dites je sors les rames et j'y vais, et je vais. Pourquoi il me pose cette question, en fait ? Et qu'est-ce que j'ai à dire de ça ? Et donc je pense que ma vie s'est jouée là, en fait. Vraiment. Dans cette conversation avec mon fils, et qui a duré 1h30, et dans laquelle nous nous sommes rencontrés. Moi dans mon rôle de maman, lui dans son rôle presque de guide, de fulgurance de l'enfance, vous savez. Et puis, dans ce cheminement qu'il avait assez merveilleux de questionnement, où là, c'est comme si on avait ensemble ouvert une boîte à questions pour lui, puis pour moi. Donc ça, c'est génial. Première rencontre. Deuxième rencontre, mon fils me pose cette question, et donc je sors de cette rencontre en me disant il faut que je lui fasse un film pour lui expliquer le problème de la pollution, à sa hauteur, à sa toute hauteur, pour lui expliquer, parce que c'est vrai que j'ai tous les chiffres, j'ai toutes les courbes, enfin on les a tous en ce moment, hein. Mais c'est marrant, ça change rien. Et puis surtout pour les enfants ou les ados, ça leur glisse dessus en fait. Racontez-moi quelque chose d'autre, racontez-moi une histoire dans laquelle moi je puisse me projeter, c'est-à-dire avec des gens comme moi. Donc je sors de cette discussion en me disant je vais lui trouver un film, faire un film, puisqu'il n'y en avait pas, pour lui raconter comment d'autres jeunes font par rapport à ça. Et tout de suite, je tape sur un moteur de recherche, jeunes, actifs, pollution, et j'ai Mélati qui sort de mon écran tout de suite. Et je me mets en quête de cette jeune femme qui a 16 ans à l'époque, et j'écris un premier film avec elle que je réalise pour Arte. Et donc je pense que mon film pour mon fils est fait, sauf que quand je rencontre Mélati vraiment, c'est-à-dire au-delà de la magnifique femme déjà qu'elle est et hyper média-traînée que moi j'aime moins, enfin je veux dire, c'est justement, je trouve que ça bloque la rencontre, ça. J'ai une grande chance, c'est que je réalise ce film, je sens bien qu'il y a quelqu'un d'autre que cette jeune femme presque picture perfect, quoi. Elle est tellement belle.
hors caméra, je lui dis, mais Melati, comment tu vas, franchement, la vérité, quoi. Et elle me dit la vérité, elle me dit qu'elle va très mal, qu'elle a 16 ans, que ça fait 4 ans déjà qu'elle milite contre les sacs plastiques, pour leur interdiction, etc., qu'elle a pensé que ça prendrait un été, que ça fait 4 ans, et qu'elle est épuisée et qu'elle en est à son 2e burn-out. Donc la rencontre, c'est la sincérité, en fait, c'est la vérité. C'est pas juste « Ah, super, machin, on va boire un coup ». Non, c'est « Je te fais le cadeau de ma tristesse, de mes doutes, de ma peine ». C'est la vérité, en fait, c'est l'authenticité, c'est la brèche créée dans le politiquement correct. Et de ce désarroi de Melati vient précisément l'idée de ce film. Et après, donc, quand elle me dit j'en suis à mon 2e burn-out, j'ai que 16 ans, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un burn-out, je pense ici. Je lui dis mais pourquoi ? Elle me dit mais en fait ça va pas assez vite. On n'a plus le temps et je suis toute seule. Et sur la question du « ça va pas assez vite », franchement, je peux pas répondre, j'en sais rien, personne ne bat le temps, et je lui dis « j'en sais rien, Melati ». Mais sur le « c'est toute seule », moi, ça fait 10 ans que je vois les activistes, que j'ai vu Snowden, que j'ai vu Assange, j'en ai vu plein, et je sais qu'ils sont pas seuls. Par contre, c'est une armée des ombres. Et c'est vrai que le système s'organise pour qu'ils soient isolés, de façon totalement caricaturale. Et que l'enjeu, c'est de les relier, c'est de comprendre qu'ils forment une armée des ombres. Donc j'ai dit, Melati, écoute, je vais te prouver que tu es en lien avec d'autres, que tu ne le sais pas. Et ce film part de là. Et après, bon, il y a toute la recherche de ces gens-là, de comment, pourquoi eux, etc., etc. Mais surtout, ce qui est très important, en tout cas pour moi, c'était que ça soit Melati qui les rencontre. Donc vous avez vu, dans le film, on a gommé totalement la présence de l'adulte, c'est-à-dire concrètement moi, parce que ça aussi j'en ai ras-le-bol, de ces gens qui se mettent en scène pour aller à l'autre bout du monde, alors que, je trouve que c'est une perte de temps absolue, qu'il faut qu'on se taise. J'avais l'intuition que cette génération, et notamment avec la question de mon fils, puis celle de Melati, enfin en tout cas ce que j'ai vu du travail de Melati, j'avais l'impression que cette génération comprend mieux intuitivement ce qui est en train de se passer. Et j'en suis absolument convaincue maintenant. Il faut qu'on lui donne de la place et qu'on lui fasse cet aveu de confiance. Et la 3e chose, c'était de dire je vais faire confiance sur leur capacité à se lier. Alors, la vérité, c'est qu'on a un peu dû créer ces circonstances-là, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas, même si on a été très chanceux sur le film, on n'avait pas 10 ans pour faire le film. Et donc, on est quand même avec des caméras. Il y a quand même un côté très artificiel de faire ces rencontres. Mais je crois que on a tellement travaillé et on a tellement filmé tout le temps, on a 300 heures de rush, qu'il y a un moment, il nous oublie, en fait. Il y a un moment, il lâche. Il y a un moment, c'est OK que la caméra soit là. On a créé un rapport de confiance avec eux. Voilà, mais il fallait à chaque fois le reprouver. Et moi, en tant que réalisatrice, j'arrivais en étant totalement briefée, mais comme une ministre, sur ce qui se passait dans chacun des pays. Je connais tout par cœur, tous les chiffres, sur les problèmes au Malawi, d'éducation des filles, de grossesse, de tout, de machin. Je voulais pas me faire surprendre par la problématique. Par contre, je voulais me laisser surprendre par le protagoniste. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir enlevé toutes les pollutions de « Oh mon Dieu, ils sont pauvres, oh mon Dieu, machin ». Voilà, pour être totalement dans la rencontre, moi, dans le cœur, en fait. Et c'est comme ça que je sais pas si on a réussi, mais en tout cas, qu'on a travaillé. Merci beaucoup. Réaction en vous écoutant, vous dites c'est une armée des ombres. J'ai presque envie de dire c'est une armée d'êtres de lumière qui a été mis dans l'ombre. Et en fait, peut-être votre rôle dans ce film, c'est de lever le brouillard, celui dont Melati parle à la fin et qui nous empêche de rencontrer l'autre tel qu'il est et pas au travers du filtre finalement que la société lui met par tout cet formatage. Et ça renvoie aussi à l'éducation qui était notre premier thème. Du coup, il y a eu une question anticipatrice. Merci Louise. Sur ce rôle qu'on a, nous aussi, en tant qu'enseignants dans cette éducation, dans le fait de sortir de ces schémas. Mais il y a quand même aussi au fait d'aller au-delà, parce qu'on a beau, on le sait, on le voit, mettre en place des actions de sensibilisation, ça ne déclenche pas toujours ce passage à l'action. Et c'est le fameux déclic dont il est question dans le film, à plusieurs moments, où chacun trouve à un moment donné quel est le déclic.
Et ce qui est peut-être là où c'est le plus triste dans le film, c'est que souvent ce déclic, il passe par la menace, la contrainte. On entend à un moment donné, en fait, je suis là, j'ai pas le choix, je fais ça, c'est pas par choix. C'est aussi une question identitaire, c'est se recréer une identité au travers du combat. Donc comment, quand on est finalement dans le confort, qui est aussi la fin, la conclusion, de dire c'est vrai qu'on a oublié l'humanité, on a choisi le confort, nous qui avons la chance finalement de pas encore pour l'instant être aussi confrontés à la dure réalité que ces personnes-là, comment on ouvre les yeux pour inciter non plus seulement à prendre conscience, parce qu'on n'en est plus à ce stade-là, mais à passer à l'action sans devoir être confronté à la menace, parce qu'elle pèse sur nous et elle arrive, mais ce serait bien qu'on réagisse avant qu'on y soit réellement confronté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cécité et de refus de voir, et c'est vrai que c'est assez indolore pour nous pour l'instant. Donc, pourquoi changer ? Et puis, il y a plein de générations qui préfèrent mourir tranquilles, etc. Donc, on est vraiment face à une inertie très, très importante. Et je crois vraiment que tous les discours qui visent à dire il faut qu'on s'engage, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité, je fais ça par idéologie, culpabilité, etc., ça marche pas. Franchement, ça sert à rien. En plus, c'est de l'ego. Vous tiendrez pas, parce que c'est dur. Enfin, c'est chouette, mais c'est franchement dur. Et c'est pas les bonnes raisons de s'engager. Je pense que le vrai... Moi, ce que j'ai vécu, et donc je vous donne cette recette, je sais pas si elle marche pour tout le monde, c'est vraiment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que c'est génial à vivre, en fait. Que c'est se récupérer une identité. Alors là, c'est quand même très, très important. Parce que là, je pense que ça, on peut voir. On peut bien voir qu'en ce moment... On se fait dicter à peu près tout, en fait. Alors, c'est soft, mais concrètement, quoi acheter, quoi manger, quoi penser, quoi vivre, qui aimer. Enfin, voilà, tout ça, c'est quand même... Ça devient complètement cornaqué par un certain nombre de choses. Je pense qu'on commence à s'en rendre compte insidieusement et que ça fait partie de la violence à l'œuvre. Et donc, cet espace de liberté, je reviens à ma question tout à l'heure, c'est qui est-ce que vous avez envie d'être ? Une fois que vous commencez à sentir que vous êtes venu aujourd'hui, peut-être que ce film va pas marquer le point comme au basket, mais il y aura peut-être un autre film, c'est peut-être pas loin, c'est peut-être déjà là, c'est peut-être déjà fait depuis longtemps. On n'est pas tous au même niveau. Il y a un moment, ça passe la question et vous basculez, vous passez la vague, la barre des vagues et vous êtes de l'autre côté. Et la vraie question, c'est vraiment qui est-ce que vous avez envie d'être ? Et la bonne nouvelle, c'est que dans n'importe quelle facette de votre vie, en tant que parent, en tant que professeur, en tant qu'étudiant, en tant qu'enfant en tant que membre d'une communauté en tant que militant peut-être déjà, en tant que, je sais pas, fou de tel ou tel sport ou je sais pas quoi, vous avez un rôle en fait. Et tout à l'heure, on parlait de parti politique et on parlait de politique. Moi, je pense que tout est politique et que tout ça, c'est à réinvestir en fait avec votre âme. Finalement, il faut qu'on change notre force de calcul. J'allais dire la switch, mais c'est pas un bon exemple. Il faut qu'on la dégage pour la force d'âme. Et c'est celle-là qui est importante. Et alors, bien sûr, la grosse question, c'est est-ce qu'il va falloir qu'on soit dans cet état de gravité, de décharge ? Est-ce qu'il va falloir que on soit enseveli sous les eaux, la neige, la canicule, la pollution, etc., pour nous dire que il va falloir survivre. Là, peut-être que déjà la survie psychique, c'est pas mal, quoi. Et en tout cas, je vous garantis que c'est un espace dans lequel on vit très fort. Sur l'éducation, en fait, ce que je trouvais frappant, puisqu'on en a parlé dans le documentaire, c'est que ça montre des formes d'éducation, en fait, de formation qui sont horizontales, puisque c'est entre eux, un peu de pair à pair, avec de l'expérience concrète, pas que du théorique, pas que des choses abstraites. Et on voit bien ces formes d'apprentissage, et ça, je trouve extrêmement intéressant, plus un peu des inspirations comme la chef de district, donc qu'elle va voir. Donc il y a des modèles, et puis il y a des choses qui sont inspirantes, où il y a du pratique, et on peut toujours apprendre de l'autre, de ses expériences. Et ça, je trouvais ça intéressant et frappant dans les expériences mentionnées. Mais merci, mais c'est peut-être ça aussi qui est à reconsidérer. On a toute
à désapprendre et tout à apprendre. Et effectivement, il n'y a pas encore l'endroit où tout est clair, net, et il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, etc. Ça vient de nous. Ça passe par nous. Ce n'est pas que nous, mais ça passe par nous. Et cette histoire de tâtonnement, elle va à rebours de tout ce que la société consumériste, individualiste vous dit, ou concrètement, c'était action-réaction. Enfin, moi, je me souviens encore que l'un des gros cours d'HEC, c'était les plans d'action. Si tu fais ça, ça donne ça. Si tu fais ça, ça fait ça. Enfin, là, ça marche plus. Hein. Ça répond plus. C'est terminé, quoi. Donc là, tout le monde est déboussolé. Personne n'y comprend plus rien. On va payer des consultants pour. Enfin voilà, c'est la panique à bord. Bah oui, mais c'est cette épreuve d'humilité en fait qui est géniale. C'est aussi ça, tomber de sa supériorité. C'est se dire passer la douleur de se dire je me suis trompé, voilà, il y a une phase où il faut encaisser de la culpabilité, etc., etc. Mais il y a une phase où tout s'ouvre et dire mais en fait j'ai envie de vivre ça. Et vous parliez tout à l'heure à très juste titre de bâtir des cathédrales. Et je pense que c'est exactement cet esprit-là qu'il faut qu'on retrouve. L'esprit des cathédrales. L'esprit des cathédrales, c'est être capable de s'engager dans un projet qui va mettre des siècles à advenir, en se disant je me fiche, je sais que je ne verrai pas le résultat, mais je fais confiance à l'idée, et ça c'est Edward Snowden qui me l'avait donné, que je vais mettre ma brique quelque part et que quelqu'un d'autre va mettre sa brique par au-dessus, et que ça c'est grand, et que ça, en faisant ça, je m'aligne. En faisant ça, je me remets droit par rapport à quelque chose qui, honnêtement, agit depuis des milliards d'années pour que ça existe en fait. Depuis des milliards d'années, la vie ne fait que essayer de tâtonner, progresser, recommencer, progresser, recommencer, progresser, recommencer. C'est notre truc complètement délirant de ces derniers siècles de croire qu'on avait tout compris, quoi. Il faut qu'on revienne dans cette humilité-là et de se dire mais c'est une aventure, en fait, de se reconnecter à cette grande logique d'évolution qui en fait vous permet pour moi de se reconnecter à cet esprit-là des cathédrales, à cette histoire de quelque chose de plus grand que nous, qui en fait du coup rend assez solide par rapport à ouais, mais est-ce que c'est profitable? Est-ce que ça crache ton truc? En fait, tu sais quoi, ça sert plus à rien de réfléchir comme ça, parce que là, ça va pas permettre de solutionner effectivement le problème de Winnie, etc., etc. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à travers cette leçon d'humilité, on voit qu'il y a aussi ce besoin de retrouver de l'insouciance, en fait, parce qu'à un moment donné, il dit on s'est pas pris au sérieux quand on a lancé le documentaire. Donc, dans cette notion de savoir et d'apprendre, c'est aussi accepter de ne pas savoir, parce que quand on sait aussi souvent les limites et on sait jusqu'où on peut aller. Et je pense que finalement, c'est ne pas savoir jusqu'où on peut aller. Et du coup, on ne se limite pas à soi-même parce qu'on sait à quel point le mental peut prendre le dessus sur l'initiative. Et je pense que ce qui est important, ce que vous avez dit aussi dans la menace qui pèse sur nous, c'est que finalement, la plupart des menaces, la menace, elle est physique. Et elle est physique, c'est-à-dire que cette déconnexion, dont parle aussi très bien Descola, je trouve, dans ses travaux, avec la cosmologie, les différentes cosmologies qui existent entre certaines peuplades et nous, on a mis effectivement un certain nombre de frontières avec notre environnement, comme une forme de préservation de notre identité. Mais finalement, on s'est coupé du réel et du physique, et de plus en plus dans une société dite immatérielle, on n'est plus dans le ressenti, dans les émotions. Et je pense qu'en fait, quand on est frappé physiquement, on en revient à qui on est, c'est-à-dire un être humain. Et finalement, c'est peut-être là aussi quand on est frappé physiquement ou quand on vit une épreuve. Oui. Et n'importe quelle épreuve, dans cette salle, je suis sûre tout le monde a vécu des épreuves, des injustices, etc. Vous savez très bien que c'est quelque chose qui vient vous chercher intimement, qui vient vous poser la question de ce que vous en faites et de qui vous êtes. Mais pour parler de l'absence de l'insouciance, pas de l'absence, justement de l'insouciance ou de la foi, nous, la façon dont on a résolu ça, c'est de se dire tout est dans tout.
Et ok, on va faire un film, mais d'ici là, en le faisant, en fait, ce qui compte, c'est l'aventure qu'on vit en le faisant. Tout est dans tout. Si on est hyper... Enfin voilà, l'objet film, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, je ne l'ai pas dit aux gens qui nous ont financés, hein, mais en fait, si vous vous éclatez au tournage, si vous vous éclatez en faisant les choses, si vous créez tout le temps en ayant plein d'idées, etc., bien sûr que vous allez faire quelque chose dont vous serez fier. Je ne dis pas que ça marche pas. Voilà, bien sûr que ça vous fera plaisir longtemps. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de vivre tout de suite, maintenant ? Demain n'existe pas, hier n'existe plus, tout de suite, maintenant, il se passe quoi ? Tout de suite, maintenant, il se passe qu'on se rend compte que moi, j'ai beaucoup de joie à le faire. Ce que vous allez faire demain avec ce que je vous ai dit, j'en sais rien. J'ai aucun contrôle là-dessus. Je serais folle d'espérer en avoir. Mais par contre, là, je sais qu'il y a quelque chose qui passe. Et pour moi, la seule concentration que j'ai, c'est que j'essaie de donner le maximum de ce que j'ai à vous dire. Et de ça, la succession de ça fait... Alors, à la fois, c'est très insouciant parce que voilà, il n'y a pas d'attente de résultat autre que ça. Et à la fois, c'est très sérieux. Je suis très, très présente. Et en fait, je pense qu'on se doit ça. Je ne sais pas si Descola en parle, mais c'est vraiment cette histoire de présence aux choses qui fait que, mis bout à bout, ça fait un chemin, en fait. Et ça fait un chemin, vous arrêtez, vous posez la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime à vous parler de la fin du capitalisme ? Franchement. Mais c'est pas grave, tant pis. Vous me posez la question, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vous laisse juge de prendre ce que vous avez à prendre. Il faut qu'on se fasse plus confiance sur notre désir de connexion, en fait. Et de transmission. Voilà, moi, plus je vous transmets ce que j'ai compris, plus je me dis, vous en ferez peut-être quelque chose. Alors c'est un peu lié parce que vous parlez de votre action. Il y a une thématique et je pense que ça intéresse aussi les étudiants qui ressort. C'est le passage de l'action individuelle, de la dynamique individuelle à la dynamique collective. Comment tout seul on lance quelque chose et on arrive à entraîner d'autres personnes. Et cet effet boule de neige et sur des problématiques comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le documentaire. Donc, on voulait avoir votre avis là-dessus. Et je rajouterais aussi quelque chose qu'on ressent, mais ça, c'est plus du descriptif, c'est que ce sont des jeunes qui ont été confrontés à des problèmes et qui vont chercher des propositions qui vont au-delà de résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire, comme le réfugié, c'est pas juste je veux le jeune réfugié syrien, je veux un toit, un travail, mais je crée une école pour. Donc il y a la dynamique collective et puis il y a ce mouvement aussi. Ouais, mais alors justement, Mohamed, il est très cash sur le sujet. Il a fait une école parce qu'il voulait pouvoir continuer à aller à l'école. C'était pas pour ses potes, en fait. C'est clairement parce que vous savez certainement que quand vous êtes réfugié, vous tombez dans une faille spatio-temporelle et qu'on parle de génération perdue. C'est effrayant, ça. Personne n'en parle, mais c'est vraiment effrayant. De gens qui sont déscolarisés pendant des années, d'enfants qui n'iront jamais à l'école. Et Mohamed s'est vu tomber dans ce trou noir. Et donc, il a créé une école pour lui. Mais en créant une école pour lui, en fait, il s'est lié avec d'autres. Puis il s'est rendu compte qu'il la faisait avec d'autres, et puis pour d'autres. Et puis cette école, c'est devenu toute sa vie. Et du coup, quand effectivement le gouvernement libanais l'a détruit, il l'a refaite. Parce que c'était lui, c'était identitaire. Et d'ailleurs, il le dit très bien, je peux pas m'arrêter, il le dit dans le film, je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, je suis qui ? Je suis plus qu'un réfugié syrien qui est déprimé et qui a plus rien à faire. Donc, c'est quand même, encore une fois, assez important parce que le passage au collectif, il vient, je crois, vraiment dans un second temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on attende de grandes... Enfin, la vague va venir, mais plus vite vous vous dites que pour vous, c'est une question de survie, y compris psychique, plus vite vous allez entraîner les autres, en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait chacun. Ils ont lutté contre la vie, la mort. Pour certains, c'était physique. Pour d'autres, c'était psychique. Je pense que pour quelqu'un comme Memory,
c'était une question de survie physique, c'est-à-dire qu'elle allait mourir dans ce camp d'initiation. Elle l'a senti. Donc c'était une question de vie ou de mort. Ben, n'empêche qu'en résistant à ça, en disant non, qui était un non pour la communauté, c'était juste ahurissant qu'une gamine vienne, etc. En fait, elle a entraîné des milliers de jeunes filles avec elle. Et elle a jamais dit je vais faire ça pour les autres. Elle a dit je fais ça pour moi. Mais en fait, elle est devenue l'incarnation de ce que c'était que la résistance. Et du coup, elle a inspiré d'autres. Et du coup, c'est devenu quelque chose de collectif. Et du coup, elle a été repérée par d'autres qui se sont servis de sa propre force d'entraînement, etc., etc., etc. C'est pour ça que je vous dis, en fait, prolonger ce que je disais tout à l'heure, c'est un chemin, en fait. Ça démarre par vous, par un moment où vous dites stop, j'arrête, ou stop, j'y vais. Et puis après, vous rebondissez comme une boule de flipper, d'expérience en expérience, et vous faites un chemin d'éducation. Vous apprenez de vos erreurs, de vos rencontres, etc. Et c'est aussi ça le pair à pair. C'est que ça se passe entre nous, en fait. Et ce qui est, encore une fois, très important, ce qu'on peut tous faire, parce qu'on n'a pas nécessairement tous envie de devenir activiste, c'est que quand quelqu'un a envie de démarrer un chemin, quand quelqu'un a envie de s'engager, quand quelqu'un veut tenter quelque chose, il faut vraiment qu'on arrête de juger ces gens et de les traiter de idéalistes, naïfs, éco-terroristes, etc., etc. Regardez la flamme de vie qui a envie de vivre, en fait. Regardez que cette personne a envie de s'échapper par le haut. Et si vous n'avez pas le courage de le faire, très bien. Mais protéger cette personne, enfin, moi je pense qu'il faut qu'on fasse corps maintenant pour que cette énergie-là, elle puisse se déployer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans que nous, qui ne sommes pas capables de le faire, nous sentions coupables. C'est OK. On n'est pas tous des mémories, etc. Ça se saurait. C'est peut-être aussi, comme on disait, le problème de la lumière, où des fois on peut être gêné par cette lumière et cette tentation de vouloir étouffer, parce que ça nous renvoie parfois aussi à la difficulté que nous on a à avoir cette audace. Et je trouve que ça rejoint la question qui était sur l'entrepreneuriat, parce qu'en fait c'est vraiment une démarche entrepreneuriale au départ d'un égoïsme et qui devient partagé. Et finalement, à un moment donné, on a même le projet qui dépasse l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il ne se saisit plus lui-même de l'objet qu'il a créé. C'est l'objet qui prend son existence indépendamment finalement du créateur. C'est une énergie vitale finalement. Oui, alors l'entreprise, c'est marrant parce que je travaille un peu sur le sujet en ce moment. Je crois qu'étymologiquement, ça veut dire aventure vécue en commun. Donc on n'est pas dans le droit des affaires, de la fiction, de la raison, de l'objet social, etc. Voilà, aventure vécue en commun. Donc ça, c'est quand même beau. Et ce serait bien qu'on se reconnecte à ça. Et ce que vous dites est tout à fait juste, en fait. Il y a vraiment ce moment où vous vous mettez au service de cette idée. Et en tout cas, moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que mon fils m'interpelle, tout à coup, je suis percutée par cette idée, et puis elle me tire en avant. Je fais du ski nautique derrière elle depuis 5 ans. Voilà. Pardon, pas du ski nautique, c'est pas bien, c'est des moteurs, mais de la planche à voile. Bien. Mais vous voyez ce que je veux dire, et ça, dans ce cadre-là, c'est presque infini, en fait. Et je ne pensais pas être... Enfin, voilà, il n'y a rien qui me dit qu'aujourd'hui, je vais être là. Et c'est l'exploration. Mais encore une fois, je pense que c'est le propre de tout projet, aventure, qui part de quelqu'un, et puis voilà, probablement pour moi, de cette peine du 11 septembre, et de cette colère contre ce qui nous tient, de cette tentative de comprendre pourquoi on s'est laissé tellement endoctriner par ça, et de combien c'est difficile d'en sortir, et puis tout à coup, pouf, il y a un appel d'air. Et donc, si vous êtes en colère, si vous avez des larmes, bah, dites-vous que vous êtes en train de travailler, en fait. Le truc est en train de germer en vous. Et c'est pas parce que tout de suite vous n'avez pas la flamme et l'idée extraordinaire que il faut vous arrêter. Au contraire, voilà, ça demande beaucoup de larmes. Et ça a demandé à chacun de ces activistes énormément de larmes de faire tout ça. Très bien, merci. On va peut-être demander s'il y a des questions avant de conclure. Voilà, repasser la parole dans le public.
Je m'excuse parce que vraiment, je sors d'une semaine de grippe avec 40 de fièvre. J'espère que ce que je vous raconte est cohérent. Parce que j'ai un petit doute quand même, mais vous m'excuserez. Bonsoir, merci beaucoup. Je vous rassure, c'est plus que cohérent, c'est enthousiasmant aussi. Et donc, merci pour ce beau film et votre discours après. Et j'ai une petite question toute simple, c'est si vous deviez faire Bigger Than Us Tour, le retour, mais cette fois-ci en France ou peut-être en Europe, ça serait quoi les projets Alors j'ai plein d'idées comme ça, c'est trop gentil. D'abord, je sais même pas par où commencer. Il y a plein de gens qui bougent partout. La question c'est, puisque vous vous adressez à moi, où est-ce que je suis utile et où est-ce que je mets mon énergie. Depuis qu'on est allé au Festival de Cannes, donc depuis 2 ans, les journalistes me mettent la main sur l'épaule en me demandant quel est mon prochain projet. Donc autant vous dire qu'au début je mordais parce que je comprends pas la logique de cette industrie, enfin si j'ai bien compris, qui veut que dès que vous avez fini un film, vous le lâchez et vous passez à autre chose. En fait, c'est juste parce que économiquement, vous ne mangez pas si vous faites pas le film d'après. Donc, j'ai trouvé une parade pour continuer à nourrir mes enfants et à rester concentré sur ce film parce que ça demande du temps, de l'énergie, du bilan carbone, etc. d'avoir fait un film comme ça. Donc, moi, je leur dis, mais vous voulez que je fasse un film pour laisser sur une décharge ? Donc, la question, c'est où est-ce que je suis utile ? Vu que le film continue à être utile, je me dis peut-être que ça sert à rien que je parte sur une autre histoire, mais que je crante vraiment quelque chose avec ce film. Donc je vais vous répondre. Nous, notre plan, c'est de continuer à faire des projections comme on fait. D'ailleurs, si vous faites aujourd'hui une projection dans une université, c'est parce qu'on a signé un partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Le film part dans toutes les facs de France, qui le souhaitent, donc tout le monde ne réagit pas comme vous. Encore une fois, merci. Et il y en a quand même 67 facs et établissements universitaires, écoles, etc., écoles universitaires, qui organisent des projections dans les 4 ou 5 mois qui viennent pour que les étudiants voient le film. Parce qu'après, ça crée des choses, des doutes. Est-ce que je suis légitime, pas légitime ? Qu'est-ce que je peux faire ? Nous, c'est notre rôle. Ensuite, on a décidé qu'on repartait dans chacun des pays du film pour revoir chacun des protagonistes. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on pense, c'est une position un peu éthique en fait, premièrement. On pense qu'aller à l'autre bout du monde, raconter une histoire, enfin capturer une histoire, revenir ici, aller à Cannes, monter le tapis rouge, passer à autre chose, c'est juste obscène. Maintenant, il faut qu'on fasse les choses autrement. Donc nous, et puis pour nous, ils se sont énormément engagés. Ils continuent de s'engager. Souvent, c'est eux qui font les débats. Si on en a fait 500, c'est parce qu'ils prennent le relais très souvent. Et donc, on est en contact très fort avec eux. Donc, on va retourner les voir et on va faire 3 choses. La première chose, c'est qu'on va cranter les actions d'une association qu'on a créée qui s'appelle Bigger Than Us Support. C'est une association qui vise à les soutenir à long terme sur le besoin un peu financier, mais surtout juridique, parce qu'il y en a qui commencent à être vraiment attaqués, réputationnel, en formation et en santé mentale. Franchement, 4300 projections, 500 débats, on peut parler d'environnement, on peut parler d'injustice. Le point dénominateur commun de toutes les projections, c'est la question de la santé mentale. Comment je fais pour tenir ? Et ce sujet, il touche tout le monde, il touche les jeunes de façon dramatique et il touche les jeunes activistes de façon létale, à commencer par nos protagonistes. Donc voilà, donc on va repartir dans chacun des pays pour prendre soin d'eux à ce niveau-là. Deuxièmement, on va organiser des projections citoyennes dans leur pays. Il n'y a pas de raison qu'on en fasse 4300 en France et 0 dans les communautés qu'on a filmées. Donc moi, j'attends avec impatience la projection à côté, avec le drap tendu sous le baobab de la chef au Malawi. C'est un kiff personnel, je l'admets. Et 3, on va filmer une mise à jour pour savoir ce qu'ils sont devenus. Parce que ça fera 5 ans qu'on a filmé. 5 ans à l'âge de 20 ans, autant vous dire, c'est 20 ans, c'est fou, quoi. Surtout 5 ans avec une pandémie, des méga-feux, des inondations, tout explose. Et ils sont 7, et la beauté, là c'est la journaliste ou l'écrivain qui parle, c'est qu'ils ont tous évolué différemment. Je ne vais pas vous dire comment, parce qu'il va faire quelque chose derrière. Mais voilà, et donc le sujet, c'est comment on tient maintenant. Comment on va tenir ? Parce que, vous l'avez dit, il va falloir qu'on s'organise. La violence arrive, la violence d'État arrive. Là-bas,
encore plus qu'ici. Donc là aussi, on a plein de leçons à comprendre. Donc nous, notre Bigger Than Us, c'est pas vraiment un 2 parce qu'on fera pas un film de cinéma. Je pense que c'est bon, on nous a laissé jouer une première fois. Je suis pas sûre qu'on y arrive une deuxième fois, mais en tout cas, on va filmer ça et on verra bien ce qu'on en fait. Maintenant, s'il y avait un Bigger Than Us, enfin voilà, mon rêve, c'est qu'il y en ait plein et que même ça fasse école. Vous savez, il y a quelques années, il y avait, je crois qu'elle existe toujours, j'ai plus la télé depuis des siècles, mais cette émission Rendez-vous en terre inconnue, nous, notre rêve, c'était de faire ça avec un jeune qui partirait à la rencontre d'un autre jeune à l'autre bout du monde pour lui comprendre, juste à côté d'ailleurs, pour comprendre pourquoi il se bat, comment il se bat, etc. Afin de passer du tourisme à l'engagement. Donc des idées comme ça, on en a à l'appel. Le problème, c'est que on a un peu de mal à convaincre les chaînes d'aller dans cette direction-là. Donc on part et on fait nos films de toute façon, mais le sujet, c'est celui-là. Hein. Le sujet, c'est d'arriver jusqu'à vous. Donc encore une fois, merci d'organiser cette projection. C'est d'arriver à casser, ou plutôt de tirer, d'exister dans cet océan de messages et de souvent médiocrité, pour essayer de vous dire, mais écoute ce message. Le sujet, c'est celui-là. Les histoires comme celle dont je vous ai parlé aujourd'hui existent partout. Le problème, c'est que on les voit pas. Et mettre de la lumière sur ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que nous, on peut faire de plus pour vous, pour eux? Écoutez, déjà, c'est génial. On peut réorganiser des projections. Si vous êtes étudiant, sachez qu'il y a une opération qui est quand même en route. J'en parle maintenant. Oui, on l'a passé. Ah, vous avez fait la petite vidéo. La vidéo. Très bien. Bon, voilà. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, CV, lettre de motivation chez vous, questionnaire en ligne qui va vers nous. Et si vous êtes présélectionné, on vous demandera une vidéo. L'idée, c'est qu'on va recruter 7 jeunes. Donc, pour repartir en tournage avec nous, ce jeune-là, cet étudiant, va m'assister. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir tout faire. Tendre le drap blanc sous le baobab de la chef, comme tenir ma caméra quand je change le filtre, comme télécharger des cartes la nuit pour sauvegarder les rushs, comme préparer des sandwichs, comme j'en sais rien. Bref, c'est une aventure et donc on va en recruter 7 pour partir avec nous et partir dans cette grande projet complètement fou de plutôt que de refaire un deuxième film avec d'autres histoires, montrer de la considération pour celles qu'on a portées. Je regrette de ne pas être étudiante. Oui, je sais. Alors voilà, mais on s'est dit que notre cœur de la jeunesse, c'est quand même vous. Très bien. Un grand merci à vous, Flore, pour ce débat et votre présence. Je vais peut-être juste rappeler un dernier mot, puisque donc c'est une soirée organisée par l'IAE Lyon, et rappeler que nous sommes en plein mois du développement durable du réseau IAE France, qui a plein d'actions qui sont mises en place par le réseau autour de ces enjeux-là, et notamment on a également mis en place au sein de l'IAE Lyon, en tout cas on participe à un challenge qui s'appelle Ma Petite Planète. Donc peut-être certains d'entre vous qui sont présents ici sont déjà dans ce challenge. Si vous n'y êtes pas, faites-en la publicité, ou en tout cas intéressez-vous à ce challenge qui a pour vocation d'être dans cette dimension de relever des défis qui sont à la portée de tous, et nous montrer que c'est dans les actions les plus infimes du quotidien qu'on peut déjà agir à son niveau, puisque comme on l'a dit, ça commence avec vous. Merci.